Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Méliès. Pour cette belle soirée, je suis Antoine, le directeur d'exploitation de ce cinéma, et je vous souhaite la bienvenue. J'ai quelques questions à vous poser avant de commencer. Y a-t-il dans la salle des personnes qui viennent au Méliès pour la première fois? Ça c'est bien, ça me plaît. On aime bien fabriquer des nouveaux spectateurs. Y a-t-il des gens qui viennent à Montreuil pour la première fois? Purée, ouais, il y en a. Et l'autre question, y a-t-il des personnes ici dans la salle qui n'ont vraiment aucun lien du tout avec l'autisme? Ah, ça me fait plaisir. Ça, c'est bien. Oui, après, vous pouvez avoir un lien avec les personnes qui vous ont traîné ici. Mais, du coup, ça va. Bon, bah voilà, je suis très heureux de présenter cette séance. Alors, faut que je vous le dise tout de suite, je suis un peu à la fois juge et partie sur cette séance, car le film qui va vous être présenté ce soir a été tourné dans un IME, dirigé par Laurence Meloul-Piou, ici présente, dans lequel mon fils est, par lequel mon fils est accompagné dans le cadre d'une classe UEA. Et donc du coup, étant donné que je suis directeur d'un cinéma, qu'un jour j'entends parler dans une réunion de parents à l'IME, qu'un des autres parents a fait un film documentaire, à cette époque-là pas encore fini, je me dis, bon, voilà, il y a peut-être quelque chose à imaginer. Et donc oui, évidemment, il fallait que ce film soit présenté au Méliès, et il fallait que je fasse la présentation de cette séance, et d'accueillir Coralie van Richthofen et Galad Hemsi, qui sont les co-réalisateurs du film, que je vous demande d'applaudir. J'aimerais remercier très profondément l'association Rancaro Méliès, qui est l'association des spectateurs du cinéma, qui ont soutenu cette séance, et dont certains adhérents sont ici dans la pièce. Vous êtes là, bah voilà, en plus ils font des petits groupes. Merci à vous, et bienvenue dans votre cinéma. On va pas en faire des tartines pour la présentation, on aura un débat, ou en tout cas une discussion à l'issue de la séance. En attendant, est-ce que nos co-réalisateurs ont quelque chose à dire pour introduire ce film? Alors Coralie m'a dit, je lui dis merci d'être là. Donc merci d'être là. Et puis je suis aussi très ému parce qu'il y a Balthazar, mon fils qui est là, et un peu toute la famille d'ailleurs. Il est là et c'est quand même, voilà, grâce à lui que j'ai rencontré Laurence et qu'on fait ce film. Et puis merci aussi à toutes les personnes de l'équipe technique et artistique qui nous ont accompagnés dans le film et qui n'ont pas pu voir la première projection MK2 et qui sont là ce soir. Merci à vous. Et voilà Balthazar. Et en effet, on pourra discuter après la projection, peut-être. Je voulais juste dire un petit mot à propos des sous-titres. Vous avez peut-être, pour certains, jamais vu de sous-titres comme ça. C'est des sous-titres pour sourds et malentendants. Donc la projection aura lieu avec, pour voilà, les personnes qui en ont besoin. Donc si vous voyez des sous-titres un peu en couleur, etc., ne vous inquiétez pas, c'est bon. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité de la salle de cinéma, très chère au Méliès par ailleurs. Nous vous souhaitons une très bonne projection et à tout à l'heure. Bon, par qui on commence? La vraie question, en fait, c'est est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi je peux en poser pour vous lancer, mais franchement, si vous voulez lever la main, moi je cours dans la salle et je passe le micro et vous voulez parler directement avec eux. Sinon, on peut poser la question d'intro, de départ, de tout les débats. Pourquoi? Au revoir Balthazar. Salut Balthazar. D'où est venue l'idée de ce projet? Eh bien, c'est venu de Laurence et de Marie aussi, qui, sachant que elle voulait faire, en fait, à la base, elle voulait faire un petit film sur le projet,
Et puis en discutant, c'est vrai que j'étais réalisateur, et du coup elle en parlait avec moi, et puis on s'est dit pourquoi plutôt que de faire un petit film de 10-15 minutes, pourquoi pas essayer d'en faire un documentaire et de les suivre au long cours. Voilà. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Alors c'est comme ça que tu as commencé, et puis à un moment, quelqu'un est arrivé dans le projet. Alors Coralie, ouais, tout de suite j'ai pensé à Coralie. Ouais. Et du coup je lui ai proposé, et puis il y a plusieurs choses hein, déjà, c'était intéressant, c'était important je pense d'avoir. Il y avait une sorte d'emploi du temps, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et en fait, quand Laurence m'en a parlé, il fallait commencer tout de suite le tournage. Donc on n'avait pas le temps de chercher des subventions, des aides, et vu que j'avais tout le matériel pour le faire, je pouvais le faire. Donc on a pu monter une équipe rapidement, mais par contre il fallait continuer à gagner un peu sa vie. Donc du coup il y avait beaucoup à tourner, donc on s'est partagé un peu les jours de tournage avec Coralie. Voilà. Je suis très content d'avoir fait ça avec elle. C'est quand même plus facile à faire à deux, parce que du coup il y a quand même beaucoup de... Enfin il faut être présent, il faut tourner beaucoup pour aboutir à des images qui puissent être parlantes et qui servent une narration, etc. Je vais en arriver à cette question-là. Du coup, je vais te parler à toi, parce que toi, tu es aussi, et peut-être d'abord et avant tout, monteuse. Et il y a toujours une question qu'on se pose dans le documentaire, c'est jusqu'à quel point il est écrit avant d'être tourné, et à quel point il s'écrit après. Il y a cette fameuse phrase de Godard qui disait qu'un film s'écrit 3 fois, une fois au scénario, une fois sur le plateau, une fois au montage. Là, on est sur une écriture qui est très au moment du montage. Et du coup, je ne sais pas si tu as des choses à dire par rapport à ça. Oui, alors, donc c'est pas moi qui ai fait le montage, hein. Il y a un monteur qui est venu pour ça, et nous on l'a plutôt fait que 2 fois, on n'a pas vraiment écrit de scénario hein, en l'occurrence, puisqu'on a, dès le départ, en effet il fallait tourner tout de suite. Les premiers temps on a essayé d'être là tous les deux pour vraiment communiquer, mais ensuite assez vite c'était l'un ou l'autre, selon qui était disponible, parce qu'on y était peut-être 2 fois par semaine pendant des années. Parce qu'en fait, on est dans un cas où on ne sait pas du tout ce qui va se passer, évidemment. Souvent, on est surprise, mais souvent aussi, on a filmé le même cours de cuisine 400 fois. Voilà. Bien sûr, et puis l'évolution n'est pas la même que... Du coup, c'est vrai que ça a pris, je crois, 1 an et demi de tournage avant l'ouverture du café. C'est ça? Oui. Et Oui, avec le Covid, ça c'était... ça a décalé en plus l'ouverture, donc on a tourné longtemps. Et puis, il y avait, ouais, c'est ça, je crois qu'on a 165 heures de rush. Donc on a réduit par... Peut-être plus, je sais pas. Mais je crois que donc, alors, le monteur n'a pas tout vu. On était dans un cas où il y avait déjà un pré-tri par des stagiaires ou des gens en apprentissage dans sa boîte de prod. Qui sont là d'ailleurs, il y a Jeanne Certains sont là, voilà. qui va travailler dessus. Pour leur énorme travail. Mais donc personne n'a vu tous les rushs en fait dans cette histoire. Mais le monteur a eu comme ça une première sélection qui était quand même assez large de à peu près tout ce qui était gardable, on va dire, intéressant. Et ensuite, c'est lui qui a beaucoup proposé pour la structure, en effet. On lui a pas mal fait confiance, c'est un bon monteur que Gaël a trouvé. Enfin, ouais. Elle n'est pas trop mauvaise. Hein. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec lui quand même en amont de ce qu'on voulait. Et après, on lui a laissé. Il y a eu plusieurs, comme dans tous les trucs, il y a eu plusieurs montages. Et au départ, on était parti sur quelque chose sans vraiment aucun commentaire. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu guider quand même. Voilà. Et justement, j'allais en venir là-dessus, sur la forme. L'essentiel du film est fait sur le principe du cinéma direct. Là, vous êtes là, il n'y a pas d'intervention, donc il y a une caméra posée dans un environnement avec un perchman. Je ne sais pas si vous l'avez fait à 2 ou seul, vous étiez plutôt seul. Non, sur le tournage. Ouais, sur le tournage. On était souvent 2 ou 3 quand même. Plutôt souvent Il y avait un 3. assistant caméra quand même. Ouais. En fait, on voulait beaucoup on voulait travailler. On n'a quasiment pas travaillé au zoom, on a quasiment travaillé avec des optiques fixes, donc il fallait pouvoir rapidement changer les optiques. Donc on avait un assistant cam, il y avait un ingénieur du son, Mathias d'ailleurs, et Renaud, qui se sont aussi partagés. Ils sont très importants sur les films, on peut les applaudir également. Ils sont rarement face à vous dans les salles. Et c'est Renaud aussi qui a fait le mixage d'ailleurs. Et Mathieu qui est là, qui a fait la musique, avec beaucoup de passion. Donc, ouais, donc il y a... Mais justement, donc il y a cette petite hybridation, c'est-à-dire que vous êtes dans l'essentiel en cinéma direct, mais vous avez quand même voulu apporter cette voix off.
comme on l'appelle. Et je voulais savoir en quoi c'était utile. Alors, tu as commencé à répondre, mais je veux bien que tu creuses cette question. Alors, en fait, au départ, on voulait vraiment qu'il n'y ait pas du tout de voix off. D'ailleurs, ça m'allait très bien parce que s'entendre, c'est quand même. Puis l'écriture du texte aussi a été vachement compliquée. Mais parce qu'en fait, après, quand on était trop on comprenait a priori, en tout cas, pas notre point de vue. C'est ce qui est ressorti quand on a fait la première version, qui était vraiment brute comme ça. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'on comprenait peut-être moins les enjeux, c'est-à-dire qu'on avait presque l'impression que c'était normal ce qu'il faisait. C'est ça. Et les premières projections, les spectateurs ont dit, en gros, avaient l'impression que c'était comme ça dans tous les établissements avec des autistes, c'est normal. Ouais. Non, ça n'est pas vraiment le cas. Donc il fallait qu'on apporte au moins cette information-là et par le biais de. En fait, le mieux, c'était peut-être par le témoignage d'un père, en fait, qui était aussi. Au début, on voulait faire un texte à la Star Wars. Alors, Laurence, donc du coup, à la base, c'est j'imagine, une commande de propagande pour avoir encore plus de pognon de la part des collectivités, de l'État, etc. Et finalement, on se retrouve avec une œuvre projetée dans un des meilleurs cinémas de France. En fait, c'est toi la productrice du film, quelque part. Non, c'est chacun son métier. Moi, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être avec les jeunes et de les accompagner, de mener une équipe dans ce travail qui est parfois périlleux, mais tellement passionnant et tellement enrichissant aussi pour nous, puisque c'est aussi un échange entre nous, des familles, des jeunes, des personnes extérieures, puisque l'idée du café, c'est d'ouvrir au monde et à la vie. Donc voilà, c'est une belle aventure, et c'est une aventure que je dois avant tout à toute une équipe qui m'accompagne, qui me fait confiance. C'est pas facile, et je suis pas quelqu'un de facile non plus. Donc voilà, mais c'est une très belle aventure. Voilà, vous avez le résultat devant vous. Je remercie tout le monde, et puis vous aussi, le public qui venait le voir, parce que c'est ça aussi l'essentiel. Parce que par ailleurs, une petite équipe dont tu parles est présente dans la salle. Voilà, et eux aussi ont le droit de te faire applaudir, parce que voilà, c'est eux qui se passent le boulot. Il y a le résultat, mais bon, voilà, il y a tout le travail qui est derrière, notre quotidien. On continue encore aujourd'hui, et c'est pas terminé. L'aventure n'est qu'à son début. On voit bien l'accessibilité, l'inclusion, même pour un film, c'est pas simple. Alors, vous imaginez dans la vie professionnelle, et même la vie dans un autre établissement après, c'est pas simple. Donc voilà, ce n'est que le début. Ce que nous on voulait, enfin en tout cas ce que moi je voulais, c'est que en tout cas, que mes collègues aussi prennent le pas de cette dynamique d'inclusion, d'aller dans la vie de tout le monde, avec tout le monde. C'est ça l'idée, c'est pas non plus qu'ils deviennent de grands chefs, mais c'est qu'on puisse participer les uns avec les autres à une vie la plus sociale possible. Et la question pour moi de fond, c'est la question de l'altérité, c'est-à-dire de la différence. Et que cette différence, finalement, elle peut se vivre au quotidien avec tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Et par les temps qui courent, je pense que c'est très important. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ont quelque chose à nous redire de notre humanité, et ce film le montre aussi. Et ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental que je partage dans mon quotidien, avec les familles, avec les jeunes, et avec l'équipe avec laquelle je travaille, mais avec le monde qui nous entoure. Voilà. Donc pour moi, c'est fondamental. Voilà, merci messieurs. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour, bravo tout d'abord. Moi j'ai une question sur le temps. Vous avez parlé d'une année et demie avant l'ouverture au public. Et donc on se rend compte du temps d'apprentissage, mais l'arrivée dans les lieux avant l'ouverture, il y a eu quel laps de temps? C'est plus sur le projet, il a mis 5 ans à voir le jour. Il a fallu on a écrit une page blanche en fait, ça n'existait pas aujourd'hui. Dans notre univers, ça commence à se développer, on en parle de plus en plus, mais quand on a démarré avec l'équipe, ça n'existait pas. Donc il fallait écrire cette page, il fallait tout chercher, l'argent, tout, il y avait tout à faire, tout, et à convaincre que ça allait être possible aussi, parce que se lancer dans le milieu de la restauration, c'est pas notre métier. Il a fallu aussi que nous, on apprenne à
à comprendre les codes de ce métier, le vocabulaire. On s'est retrouvés pendant le Covid à se former en vidéo. On était avec des gens de boîte de nuit, de restauration. Et le formateur, il nous disait, vous, les travailleurs sociaux, là, le social, vous comprenez ce qu'on raconte. Voilà, donc ça a mis... Et puis, on a tout essuyé. Le Covid, on est à Paris-Centre. Il faut savoir, vous le savez, toutes les manifestations passent à Paris-Centre. Et à l'époque, il y avait les Gilets jaunes. Et donc la restructuration, le lieu où on est, c'est une ancienne caserne de gendarmerie qui est derrière la place des Vosges. Et il y avait des travaux, il y avait toute une restructuration à faire. Et c'était pendant la période des Gilets jaunes. Donc les travaux ont pris un retard incroyable. Après, on a eu le Covid. Enfin, on a tout eu, quoi. Moi, j'ai pensé qu'à un moment donné, je me suis dit, mais on va jamais ouvrir, c'est pas possible, quoi. On va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Et finalement, les choses se sont mises en place les unes après les autres, mais il faut de la patience. Mais notre métier nous apprend la patience aussi. Donc, on s'est accroché à l'idée de ce projet. Moi, c'était très important pour moi que ça marche, quoi. Il fallait que ça marche pour les jeunes, il fallait que ça marche pour nous, il fallait que ça marche pour tout le monde. Il fallait que ça marche aussi pour le lieu, parce que c'était un pari quand même. La mairie on a répondu à un appel d'offres. En fait, ce qui s'est passé au départ, il y a une histoire, ce lieu. Moi, j'ai assisté à la concertation publique de la réhabilitation de cette caserne, et dans la réhabilitation est née l'idée d'un café associatif, en fait. Et le maire adjoint en charge du handicap, avec qui je travaillais déjà depuis longtemps au travers de l'IME, m'a dit, mais ça pourrait être un projet. Et au début, j'ai pensé que c'était une blague quand il m'a dit ça. Donc, et fur et à mesure qu'il nous en parlait, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire, sachant, c'est ce que je dis au début du film, qu'on avait beaucoup de difficultés à proposer aux familles et aux jeunes une orientation à l'issue de l'IME, puisque l'IME n'est qu'une étape dans la vie des jeunes. Et on s'est dit, mais peut-être que c'est une opportunité. Mais là, voilà, la page a commencé à s'écrire à ce moment-là, mais on a mis 5 ans. Voilà, 5 ans. Et les jeunes se sont assez vite adaptés au lieu. Oui, rapidement. Ça leur plaît beaucoup. La cuisine, c'est ce qu'on dit. La cuisine, c'est du plaisir à être, c'est du plaisir à partager. Et puis, ils sont gourmands, comme nous tous. Et c'est du plaisir immédiat et facile. Donc, autour de ça, il y a une motivation qui est importante. Et on a travaillé... l'idée, c'est de travailler sur la motivation et sur leurs compétences déjà émergentes, en fait. Et à partir de ces émergences, on va développer d'autres compétences. J'ai une question à ma gauche. Oui, bravo. Et je voulais vous poser une question très précise. Vous êtes en rapport, vous connaissez les cafés joyeux? Vous êtes en rapport avec les cafés joyeux? Non. Alors, je suis obligée de sourire parce que tout le monde me pose cette question. Alors, il faut savoir qu'avant de monter le café, j'ai fait le tour de France, j'ai même été en Belgique, voilà, parce que comme c'était pas notre métier, qu'on n'avait jamais fait ça, je me suis dit, il faut que j'aille voir d'autres lieux, d'autres endroits, parce qu'il y a sans doute des gens qui ont réfléchi avant nous. Donc, je me dis, il faut que j'aille voir. Et donc, j'ai effectivement vu les cafés joyeux. Voilà. Et puis, j'ai participé parce que dans notre... C'est selon, je crois, moi je connais celui de... Il y a celui de Paris, puis ils sont un peu différents selon les endroits. Je ne sais pas si vous connaissez celui de Lille. Non, je connaissais parce que j'avais rencontré leur patron à une table ronde en fait à laquelle j'ai participé aussi avant d'ouvrir le café. Donc on s'était rencontrés dans ce cadre-là. Et après nous avons été déjeuner à celui d'Opéra. Il y en a un qui est pas loin de l'Opéra. Voilà. Mais c'est pas le même concept. On n'est pas dans le même concept. L'idée est la même. Mais on n'est pas du tout dans la même approche et dans le même concept. Nous, on est un café associatif. Le Café Joyeux est une entreprise, une SCI. Voilà, c'est pas la même chose. Le statut n'est pas le même. J'ai une question, moi. Merci, déjà, d'abord. Est-ce que, du coup, il y a des jeunes qui ont trouvé du boulot? C'est une très bonne question. J'attendais qu'on me la pose, elle est très bonne. Il y a cette question-là et une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres IME en France, et notamment dans la ruralité, qui mettent ça en place? Parce que là, on est à Paris, on est dans le 3e, c'est bien, mais il y a un public aussi qui peut venir. Mais au fin fond de la campagne, est-ce que c'est possible de mettre ça en place ou pas? Voilà.
Alors, la première question est une très bonne question, La deuxième, parce que c'est ce que dit Galad à la fin du film, c'est-à-dire que, et ce que je dis depuis tout à l'heure, le pari de l'inclusion aujourd'hui n'est pas gagné. Et que nous avons encore du travail à faire en ce sens. Aujourd'hui, ce qui est pour moi important, c'est que les structures comme les miennes pour adultes commencent à se dire qu'il faut développer, et en plus aujourd'hui l'État encourage ce type de pratique. Donc les structures dans lesquelles des jeunes ont été déjà orientés vers le secteur, vers la vie d'adulte, et ils sont dans d'autres structures qui commencent à imaginer qu'elles pourraient elles aussi faire des projets de cette nature. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Par contre, la question de l'emploi aujourd'hui, même si nous, on est en relation avec, que vous avez vu dans le film d'ailleurs, des employeurs, le pari n'est pas gagné. On a créé une autre structure qui s'appelle aujourd'hui, qui est un CESAD, qui accompagne des jeunes adultes, comme on voit, pour aller vers l'emploi et justement accompagner davantage maintenant le milieu professionnel que presque les jeunes. Parce qu'il faut convaincre aussi que c'est possible. Donc aujourd'hui, non, aucun n'a trouvé un emploi. Je pense même, moi, qu'il va falloir qu'on leur crée leur emploi pour montrer aussi que c'est possible de travailler. Donc là, on est dans un projet, on en parle entre nous, avec quelques amis de l'IME qui ont envie d'aller au-delà de ce qu'on a fait. Et on va peut-être réfléchir sur créer une autre structure où là, on va peut-être pouvoir salarier des jeunes. Mais peut-être que dans un premier temps, il va falloir que ce soit nous qui créons l'emploi. Donc aujourd'hui, ce pari-là n'est pas gagné. Non. De toute façon, en effet, nous, on y pense. Et puis, forcément, moi aussi, ce qui m'intéresse, pardon, ce qui m'intéresse moi aussi par rapport à Balthazar en tant que père, c'est justement ce type de projet. Et moi, dans l'idée, moi j'adore l'océan, tout ça, c'est de plus tard, pourquoi pas avoir un grand terrain, et puis, oui, bien sûr, je vais rêver un peu, avoir un grand terrain dans les Landes, et puis faire une ferme pédagogique avec, donc, agrandir encore même le champ des possibles, avec une ferme, pourquoi pas un champ, un potager, un restaurant, un acrobranche, et plein de choses pour que les personnes neurotypiques puissent venir chercher leurs fruits et légumes et puis aller manger, et puis donc il y a de plus en plus d'interactions. Bien sûr, c'est le... Alors en province, il existe des projets, notamment la Galade fait référence dans les Landes. Il y a un projet de cette nature-là. On échange avec le département des Landes d'ailleurs sur cette question-là. Il y a un terrain, il y a déjà un projet pour adultes. Voilà, il y a d'autres projets, il y a des professionnels ici qui développent aussi d'autres projets de cette nature-là, qui ne sont pas forcément des cafés. Là, le café, c'est un modèle, mais ça peut être un autre modèle. Donc, il y a aujourd'hui, ça commence à germer, voilà, et aussi en province. En plus, en province, l'immobilier, quand même, il y a peut-être des possibilités de trouver de l'immobilier qui n'est pas comme à Paris. Nous, à Paris, on le paye cher, l'immobilier. Donc, ça a un coût pour nos structures qui est... il faut du budget quand même à Paris pour faire ça. Voilà. Mais en province, on peut aussi le faire et ça existe déjà. Et il y a des projets qui commencent à se développer. J'ai été présentée pour la journée de l'autisme dans les Landes. On n'avait pas encore complètement monté le film, mais l'équipe m'avait donné un teaser pour que je puisse présenter dans le cadre de la journée de l'autisme. Et depuis, ça a germé. Ils travaillent sur un projet de même nature, en tout cas. Donc c'est possible, c'est possible. En effet, pour l'instant, c'est plus l'idée de que ce soit nous qui créons nos propres emplois. Souvent, quand même, il faut le dire, souvent ça part des parents. Les IME partent souvent des parents. Il y a tout un travail qui est toujours quand même fait avec les parents, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait de base si on se fie que sur l'État, quoi. Donc il y a une vraie impulsion qui doit se faire. Bonsoir, bravo vraiment pour ce film. J'ai une question un peu... on se rend bien compte du temps qu'il faut pour former ces jeunes, pour qu'ils puissent intervenir dans notre café, qui est le vôtre d'ailleurs. Et je me demande comment ces jeunes gens, ils doivent sortir à un moment de notre café. Il y a un âge limite. Et comment vous faites c'est un peu bizarre, mais pour enchaîner? Parce que vu le temps de formation
le café continue à tourner, lui. Et comment vous faites pour former ces d'autres jeunes? Oui, c'est les autres jeunes de l'IME qui a chacun. Voilà, après, on enchaîne sur. On a tout un dispositif, mais vous avez raison aussi, c'est pas simple. C'est pas facile parce que les équipes changent aussi. C'est-à-dire que ça nécessite en même temps de reformer de nouveaux jeunes, mais aussi de former de nouveaux professionnels. Parce que vous avez bien vu qu'autour de ce qu'on fait avec les jeunes, il y a une forme de technicité qui est particulière, où on travaille avec des supports visuels, et tous les professionnels ne sont pas formés à ces supports-là. Et même quand on est formé, ça reste une technicité très complexe parce qu'elle n'est pas intuitive, pas du tout, donc ça s'apprend. Donc ça veut dire que les nouveaux professionnels qui arrivent, il faut aussi les former. Ça veut dire que les nouveaux jeunes, il faut aussi les former. Donc il y a une grosse machine derrière, qui n'est pas toujours facile, hein. L'IME est une grosse fourmilière, il faut venir nous voir des fois. Je connais, hein, j'y suis allé Voilà. grâce à Yalad. Voilà, exactement. Et, alors il y a le café, mais il y a aussi l'arrière-boutique et l'IME qui est en face du café, en face de la caserne. On habite dans 2 cours en fait. Le café dans une cour, où là on a plein d'amis qui sont là ce soir aussi, puisqu'il y a d'autres amis qui ont créé un lieu aussi inclusif avec des jeunes adultes en situation aussi de handicap, qui créent, je fais de la pub pour les petits pots d'Alice, allez voir mes collègues, ils font de la jeune d'été, voilà, dans la caserne des Minimes, et l'IME est dans une autre cour, qui s'appelle la cour de Venise, qui est juste en face. Donc il y a ce qu'on voit au café, et puis il y a l'arrière-boutique, qui n'est pas toujours facile, mais qui est à proximité. C'est ça l'avantage aussi du café, c'est qu'il est tout près, et que si à un moment donné il y a un problème si un jeune à un moment donné n'est pas très bien, sent pas très bien, on peut très vite le rapatrier à l'IME et le mettre en sécurité à l'IME. Donc ça c'est bien aussi, mais c'est une grosse machine. Le temps de marcher à la prochaine question. Coralie, on parlait tout à l'heure de la place de la caméra, des réalisateurs. Avec les gens, on sait que la caméra a tendance à transformer les sujets des documentaires, parce que la caméra est quand même un objet impressionnant. Est-ce que des jeunes autistes, est-ce que ça produit une différence par rapport à des personnes neurotypiques ou pas quand on est dans une posture de filmer des personnes? Alors oui, c'était assez facile en fait. Ils s'en fichent un peu de la caméra. Au départ. Pas au tout début. Au tout début, La perche c'était aussi, surtout c'était la la perche. Voilà. C'était le micro, la perche, il y avait beaucoup de regards en l'air, parce que c'est quand même un drôle de truc poilu qui était au-dessus de leur tête, quoi. Mais bon, la caméra, il oublie un petit peu, mais on a mis dans le film un petit coup de fouet à la caméra, mais honnêtement, on a eu ça peut-être 3 fois. Ils nous ont vite accepté. Et en fait, on est arrivé vraiment au début des cours, on faisait presque partie de l'équipe, enfin entre guillemets, je ne me mets pas à la place des éducateurs du tout, mais ils se sont habitués à nous voir à chaque fois qu'ils avaient les cours de cuisine, à chaque fois qu'ils avaient les cours de service en fait. Donc ils nous ont un petit peu oubliés, je pense. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film, très très beau, très positif. Ma question est en rapport avec ça, du coup, c'est que j'imagine que vous auriez pu montrer plus de difficultés que de ce projet. Est-ce que c'était un choix d'être très positif et de présenter ça de cette manière Est-ce que des autistes sont morts sur le tournage? On avait le droit de 5%. On nous a permis 5%. Il y a 2-3 doigts qui ont ça. Non, alors ça c'est une vraie bonne question, parce qu'on voulait pas. Quand on dit un documentaire sur l'autisme, ça peut être sur quelque chose d'un peu. On peut vite aller sur quelque chose de larmoyant. Et en fait, c'est des jeunes. C'est pas tellement. On n'a pas tellement eu le choix de partir sur quelque chose de positif. C'est que les jeunes, ils sont extrêmement positifs, extrêmement drôles, ils sont inattendus, et c'est ce qu'on a. En effet, on aurait pu, certainement, il y a eu plus de crises de Gabriel, il y a eu des moments donnés qui étaient durs, mais en fait, on en a montré une partie, et je pense que du coup, ça permet de se rendre compte que c'est pas toujours facile, et c'est quand même aussi beaucoup de moments inattendus et très drôles, et les jeunes, ils sont exceptionnels, donc en fait, c'est juste qu'on l'a mis en avant parce qu'ils étaient. On a plus vu ce côté exceptionnel et d'apprentissage et même si Raphaël râle tout le temps, c'est un personnage. Il y a la maman qui est là derrière. Il y a la maman qui est là. Mais c'est vrai, c'est un personnage, il était super à filmer.
Et je pense que, en fait, ce qui est positif, c'est eux. Donc nous, on les a juste, c'est ce qui ressort le plus de notre expérience avec eux. Oui, en fait, on aurait pu faire un film en fait, éventuellement sur les difficultés extérieures, celles de l'équipe, celles de le Covid, tout ça. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a vraiment écarté parce qu'on était plus sur les jeunes voilà, que sur le côté administratif ou autre qui a pu être plus pénible. Cette question, elle se pose à chaque fois qu'on décide de communiquer, en fait, sur comment on communique, qu'est-ce qu'on montre pas. Ce qu'on décide de montrer, c'est aussi, ce qu'on fait, c'est la pédagogie de la réussite, en fait. Ce qu'on veut leur montrer, c'est leur réussite. Je ne souhaite pas non plus, ça c'est aussi une posture éthique, c'est que je ne souhaite pas qu'on montre du pathos. Je ne souhaite pas faire appel à du misérabilisme, c'est pas du tout ça mon objectif. Mon objectif, c'est de montrer que c'est possible et que ces jeunes ont des compétences, ont du talent. Mais bien évidemment qui traversent des difficultés. On n'a pas cherché à les occulter quand on voit, il y a des scènes très difficiles quand même, à tous les niveaux. Au niveau de l'apprentissage, c'est pas simple. Au niveau de la compréhension, c'est pas simple. Au niveau du comportement, c'est pas simple, mais on le voit dans le film et c'est pas la peine d'en montrer plus. Faut aussi, c'est ce qu'ils sont en fait. Mais ce qu'ils sont, c'est aussi, ils ne sont pas cotistes. Et ça, c'est ça que je souhaite aussi valoriser dans la communication qu'on veut faire passer, le message qu'on veut faire passer. C'est exactement, en fait, je rebondis parce que c'est exactement ce qu'avec Coralie, ce qu'on voulait montrer, c'était au-delà même de l'autisme, c'est des jeunes qui se forment pour tenir un café et tenir tous les postes. C'est ça qui nous intéressait en fait le plus. C'est pour ça qu'au départ, on a essayé de le faire d'ailleurs sans voix off et que il fallait un petit peu accompagner. Mais c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. C'est vraiment les jeunes et de montrer qu'ils peuvent se former et finalement ils peuvent tenir un café. On le voit bien. Et le public, les gens qui viennent, il y a des habitués, mais il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent. Il y a beaucoup et c'est très bon. Moi, je vous invite tous d'ailleurs à aller manger à notre café. Il y a une chef qui fait super bien à manger. C'est pas donc c'est en effet un restaurant associatif où on mange bien et je pense que les gens qui viennent, même moi, à chaque fois que je viens, l'idée, en fait, je n'affiche pas, contrairement, si on prenait la référence du Café Joyeux, je ne mets pas des affiches grandeur nature dans le métro pour afficher notre café. Voilà, avec ce que je veux, c'est qu'on vienne dans ce lieu, que ce lieu est beau, qu'on y mange bien. Finalement, on découvre que là, il y a des personnes qui sont un peu différentes, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de venir passer un moment. Je ne veux pas afficher le handicap en tant que tel. Maintenant, il existe, il est là, mais je ne veux pas qu'on vienne pour ça. Voilà. Je ne veux pas que le café, je veux pas que la clientèle vienne parce que il y a des personnes handicapées. Je veux qu'on vienne parce que l'endroit est magnifique, qu'on y mange bien, et on découvre qu'il y a des gens sympas, et qui sont aussi différents, mais qui sont très sympas. Oui, bonsoir. Alors merci déjà pour ce documentaire et ces beaux regards de ces jeunes. Et aussi merci à Nadine. On a vu que Nadine aussi, la chef, avait progressé dans son accompagnement. Donc ça, c'était intéressant à voir. Et moi, j'ai une question sur la suite de ce documentaire. Est-ce que vous allez essayer de le vendre à des chaînes grand public pour que le grand public puisse avoir accès à ces jeunes et à leurs capacités, et aussi aux écoles en travail social? Alors, nous, pour l'instant, on l'envoie aussi beaucoup en festival. Pour la vie du documentaire, il y a 3 festivals qui l'ont pris. Il a été un peu partout aux États-Unis. On était à Cannes, dans un autre festival de Cannes, un peu en parallèle. Voilà, un petit Cannes, un cannelé. On a été à Boston et on a été aussi, c'était en Russie, là, je crois que c'est au mois de novembre, à Moscou, mais c'est un festival autour. Ils nous ont invités, mais on ne pouvait pas y aller. Mais c'est un festival sur le handicap et eux-mêmes, ils ne sont pas pour la guerre. Bien sûr, c'était important qu'on fasse attention à ce que fait le. Donc on est content, ça veut dire que c'est vu, et ce qui compte pour nous, ce qui est le plus important, c'est que ça soit vu et que ça serve de modèle. Après, nous, on privilégie beaucoup dans la distribution, pour l'instant, les projections débat,
parce que notre idée aussi, c'est de sensibiliser, de pouvoir avoir des échanges et puis d'espérer que ce café, il crée des vocations et qu'il y ait d'autres, de montrer que c'est possible en fait, pour que les lieux soient de plus en plus ouverts et qu'il y ait de plus en plus de transversalité. Ça, c'est l'objectif numéro 1 du documentaire, c'est quand même de faire que ça se réplique encore, et pas forcément que sur un café ou un restaurant, mais sur plein d'autres thématiques. Moi, c'est vrai que en tant que parent, j'ai beaucoup entendu que mon fils ne pouvait pas faire ci ou pas faire ça. Et en fait, à chaque fois qu'on m'a dit ça, j'ai fait faire ce qu'on me disait que c'était pas possible. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite. Voilà. La seule limite qu'on peut avoir dans l'autisme, c'est celle que la société nous met dans les pattes, quoi. Ouais, c'est de modéliser l'expérience en fait. Oui, tout à fait. Peut-être Et qu'un aussi jour pour on les ira dans les écoles, mais pour l'instant c'est pas au programme, mais sans doute qu'on ira. Là, il y a un projet avec notre bibliothèque. Il y a Luxembourg aussi qui veut le film. Il y a nos partenaires, on travaille avec notre bibliothèque de quartier que les jeunes fréquentent. Enfin, un très joli travail avec la bibliothèque de quartier. Et donc, le jour de la journée de l'autisme l'année prochaine, il y aura une projection sans doute à notre bibliothèque. Il y a une projection qui est prévue à Saint-Malo aussi pour la journée de l'autisme. Il y a déjà Autisme Luxembourg qui a prévu aussi, qui nous a demandé de venir, d'intervenir. Voilà, il y a déjà un certain nombre de programmes. Bon, vous n'avez pas parlé de la chaîne LCP avec les... Non, mais voilà, on va le proposer. On aimerait qu'il passe sur la télévision, évidemment, mais voilà, on va dire dans un deuxième temps, parce qu'on ne peut pas faire à l'envers. Il faut d'abord faire des cinémas. Surtout parce qu'on l'a fait à l'envers. En fait, normalement, les chaînes, elles participent, oui. Elles aiment bien participer au projet du documentaire, et donc normalement elles coproduisent presque. Sauf que nous, vu qu'on est allé tout de suite, on n'a pas eu le temps de créer et qu'on a décidé de partir en autoproduction. C'est plus complexe de le revendre après. Ça peut se faire, on verra. Il y a la délégation interministérielle aux troubles du neurodéveloppement qui est notre tutelle en fait, indirectement, qui l'a vu aussi. Il est probable que nous fassions une projection à la maison de l'autisme aussi. Voilà, on est en train de travailler sur notre secteur aussi pour que ça... Il a une valeur pédagogique ce film aussi. Je suis d'accord avec vous, il faut le montrer. Parce qu'il y a tout autour du film, il y a la technicité éducative qui nous permet d'arriver à ce résultat-là. C'est vrai que nous, en tant que production et sur le film, vu qu'on a tout fait en autoproduction, bah voilà. C'est plus long. Bonjour. Bravo pour ce projet à la fois documentaire et café. La question que j'ai, c'est parmi... Où êtes-vous, pardon ? Pardon, ici. La question que j'ai, c'est que parmi tous les jeunes que vous accueillez à l'IME, comment se fait le choix de ceux qui vont au café sur la base du volontariat, des compétences voilà. Alors, sur le principe, ils y vont tous. Voilà. Après, sur la question du... Alors, c'est pas du volontariat, c'est sur la question de leur choix. Vous avez vu dans le film, on leur pose, même à leur niveau, ils ont le droit d'avoir des choix, d'avoir cette liberté-là aussi de pouvoir agir en toute liberté sur ce qu'ils veulent faire. Donc certains peuvent dire avec les supports qu'on utilise, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire. Et quand ils le disent, on respecte ce choix. Voilà, c'est important. Mais nous, sur le principe, c'est pas parce que... Alors Pauline s'en va, et Pauline, elle a beaucoup travaillé. Bravo Pauline. Voilà. Maintenant, Pauline, elle travaille ailleurs, mais elle travaille toujours avec des enfants autistes. Et pour moi, ça, c'est hyper important. C'est pas parce que les professionnels nous quittent qu'ils vont ailleurs sur d'autres horizons, qu'ils ne continuent pas à travailler et à développer leurs compétences au service d'autres enfants autistes. Bravo Pauline, merci. Bravo Pauline. Donc voilà, sur le principe, par exemple sur l'année dernière, il y a 25 jeunes à l'IME et il y en a eu 17 qui sont passés au café sur des ateliers. Faut penser que le café est un atelier d'apprentissage en fait, comme ils vont à la piscine, comme ils vont à l'école pour certains, parce que dans l'IME on a aussi 2 enseignants. Donc voilà, ça fait partie de leur emploi du temps.
c'est de l'apprentissage. Donc pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres, mais on le travaille. C'est-à-dire qu'au début, ils peuvent venir en client. C'est-à-dire que les éducateurs viennent au café, consomment, ils font des demandes, on travaille d'autres choses et autrement. Et petit à petit, on les familiarise avec le lieu pour qu'ils puissent venir après faire la plonge, faire la cuisine, puisqu'on a défini, il y a tout un travail autour des postes de travail qu'on a fait aussi avec l'AFPA. On a travaillé sur un référentiel de cuisine, en fait, de restauration, et on a adapté, je dirais, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils peuvent, à leurs difficultés aussi, mais pas seulement, aussi à leur réussite. Donc voilà, il y a toute une réflexion autour de ça aussi. Mais donc, sur le principe, notre principe de travail, c'est pas d'exclusion, nulle part. Et le travail commence même, j'ai envie de dire, à l'école. Le fils d'Antoine est à l'école, et pour moi, c'est fondamental que ces enfants puissent aller à l'école, et on se bataille tous les jours pour que ces enfants aillent à l'école, parce que la question de l'altérité, elle se travaille aussi à l'école avec les autres enfants et tout petits. La question de la différence. Voilà, tout ça est très très important. Oui, bonsoir, moi je suis à côté. Alors moi je suis éducatrice, j'ai travaillé en restaurant d'application pour d'autres, des jeunes en difficulté, mais avec d'autres difficultés, c'est au niveau de la délinquance, donc c'est pas la même chose, mais il y a aussi un apprentissage qui est très très long. Et là, vraiment, j'ai trouvé que ce que vous avez montré, c'était vraiment magnifique, parce que on voit bien qu'au départ, il commence avec des gants pour ne pas se couper, et à la fin, moi, j'étais très très touchée aussi de voir qu'à la fin, il n'y a plus de gants, il n'y a plus rien. Steve manie les trucs, il va dans le four et tout, et ça, c'est vraiment un apprentissage très très compliqué. Donc, je trouve ça vraiment très très beau, donc je vous remercie. Ma question c'était est-ce que où sont les filles? Parce que là j'ai vu que des éducatrices. Et voilà, moi j'ai l'habitude de travailler avec un public mixte, et donc là je voulais vous poser la question, où sont les filles? Alors, il se trouve que moi, je viens de votre univers professionnel. Avant de travailler dans l'autisme, je travaillais avec des jeunes en situation de rééducation, comme on disait à l'époque, parce que je suis une vieille dame et on appelait ça des instituts de rééducation. Donc, j'ai démarré comme ça. Et dans ce que j'ai fait avant, j'ai fait aussi... Donc, tout est possible, même avec d'autres jeunes. On pourrait le faire avec des jeunes en situation d'insertion aussi. Voilà, il y a plein de choses possibles. Voilà. Où sont les filles? Dans l'autisme, c'est compliqué la question des filles. Il y a plus de garçons diagnostiqués que de filles. Les filles sont diagnostiquées beaucoup plus tard, et souvent elles compensent au niveau du handicap. Et quand elles sont diagnostiquées très tôt, elles sont en très grande difficulté. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un tiers de la population autiste à peu près au niveau des filles. Donc ça pose aujourd'hui, il y a des recherches scientifiques sur ces questions-là. C'est pas que génétique, sans doute il y a d'autres facteurs métaboliques. Enfin, en tout cas, les chercheurs se posent cette question-là, mais il y a effectivement plus de garçons que de filles, ou en tout cas, les filles sont diagnostiquées beaucoup plus tard. Voilà. Parce qu'elles compensent, d'un point de vue social, souvent elles compensent. Celles qui sont dans nos établissements, dans mon établissement, il y a un tiers de filles. C'est représentatif de la population autiste, en fait. À chaque fois qu'on a une sortie, une orientation, et quand les filles sortent, on essaie de voir avec la MDPH, d'avoir aussi, de pouvoir, pour garder cette notion de mixité aussi, parce que la vie c'est avec des garçons et avec des filles aussi, et donc l'idée c'est que notre établissement soit pas en dehors de la vie. Donc du coup on travaille aussi avec la MDPH sur le fait de pouvoir accompagner des jeunes filles. Mais voilà, on fait... Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui ont travaillé parce que nous, c'est vrai qu'en fait, à la base, en fait, on a suivi un groupe pilote. Oui, il y a des jeunes filles qui vont au café, on ne les voit pas dans le... Enfin, si, je pense que même à certains moments, on doit les voir. Quand elles sont à la plonge, voilà, mais il y a aussi, elles ont toute leur place au café, toute leur place à l'IME. Simplement, voilà, les filles sont moins nombreuses. On le voit dans la photo de classe au début, il y en a moins quand même. Enfin... Je voulais vous poser une petite question toute précise au niveau financier. J'ai vu qu'il y avait la région qui était impliquée dans le film. Ici.
La région Île-de-France, j'ai vu. Oui, on a reçu une aide à l'écriture de la région d'accord. Île-de-France. C'était au début du projet, ouais. D'accord. Et pourquoi, la question, vous parliez de diffuseur, pourquoi ne pas, il n'est jamais trop tard, peut-être pour trouver un diffuseur et après des aides a posteriori pour... non? Je sais pas. On va essayer, hein, mais... Non, mais de toute façon, nous, bien sûr, on essaye. Mais là, d'abord, l'idée, c'était d'abord de passer par des festivals. C'est ce qu'on voulait faire. Et on voulait aussi partir sur les projections débat. On aime bien. On va changer. Et puis après, on a autoproduit, donc on peut se permettre. Et il y a aussi le fait, non, mais il y a aussi une chose importante, c'est que, en fait, la boîte de production, c'est pas une boîte de production de cinéma. J'ai pas de producteurs qui bossent. Nous, on fait beaucoup d'institutionnels, de films institutionnels, de pubs, si vous êtes intéressé. Donc voilà, donc du coup, on n'est pas dans le réseau cinéma. Si on avait coproduit avec une boîte de prod qui avait ses entrées, ce qui fait que nous, quand on envoie, on est personne. Il y a 30 000 documentaires qui sont réalisés chaque année. Donc forcément, voilà, on n'a pas forcément, voilà, on n'a pas. Ça arrive qu'on suscite l'intérêt, comme ici, mais voilà, ça reste encore un peu rare. Mais on a été un peu bien sur pistonné. cette projection. Non, mais maintenant que vous êtes passé au Méliès, vu que toute la France regarde notre programmation, il y a plein de programmateurs qui vont faire, mais c'est dingue, vous êtes passé au Méliès. Néanmoins, je prends ma casquette d'exploitant, c'est vrai que des films comme ça, il y en a beaucoup. On va dire c'est des films mathématiques, comme on les appelle dans l'exploitation, pour distinguer la masse des films qui nous arrivent. Et les films mathématiques sont difficiles à programmer s'ils ne sont pas portés par des associations locales, etc. Et généralement, c'est peut-être moins le cas du Méliès, parce qu'on on a beaucoup de place pour un cinéma ici, on a 6 écrans, on est un des plus grands, donc on a de la place pour passer ce genre de film, et on est attentif à ça. Et il y a beaucoup d'exploitants qui ont peu de place, qui doivent faire tenir leur boutique, et s'ils ne sont pas harcelés par l'extérieur, c'est-à-dire par des assos qui viennent les voir, et qui leur donnent le sentiment qu'en une séance, ils vont réussir, ils n'auront pas perdu leur temps, leur argent, leur énergie, mais qu'ils vont ouvrir la salle pour qu'il y ait des spectateurs. Parce que sinon, c'est le genre de choses où effectivement on peut programmer le film et puis avoir 3 personnes dans la salle. Et en fait, on propose au réal une salle pourrie où il n'y a personne. Et je vous remercie d'être venus nombreux ce soir parce que franchement, j'avais un peu les miquettes parce qu'on ne sait jamais trop. Mais heureusement, il y a du réseau. Mais effectivement, c'est une difficulté. Un film comme ça peut évidemment passer éventuellement par des circuits parallèles. Donc les festivals, c'est évidemment ça, l'école. En fait, après, c'est des relais. Donc en fait, vous qui êtes là maintenant, vous êtes des ambassadeurs de ce film et il faut le marteler partout. Parce que Coralie passe beaucoup de temps à essayer de vendre le film à des exploitants, mais ce sera d'autant plus facile pour elle si vous le faites à sa place, parce qu'évidemment, un réalisateur qui défend son film, il y en a plein, et des fois, juste des films merdiques. Et donc en fait, c'est pas une garantie pour nous d'avoir quelque chose qui tient la route ou qui va mobiliser des gens ou voilà. Et par ailleurs, on peut pas prévisionner tous les films qu'on nous envoie. Donc oui, là, ça se joue sur un hasard et puis ça tombe bien. Voilà. Mais c'est compliqué. Mais sans doute qu'en avril, il y aura des projections parce qu'il y a le mois de sensibilisation à l'autisme. Donc ça, on pense qu'il y aura un petit... Ouais, après, on est quand même pas mal en contact aussi avec des collectivités. Il y a Stein qui veut nous prendre le film. Et plus ça tourne, plus ça tourne. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Alors moi, je suis pas très calée niveau autiste, mais je me rends compte que j'ai l'âge du coup quasiment des jeunes que je viens de voir à l'écran. Et quand j'étais au collège, il y avait une classe dans mon collège qui s'appelait la classe Ulysse. On les appelait comme ça. Et vous aviez parlé tout à l'heure on parle d'exploitation, on parle de diffusion, etc. Et vous avez dit les écoles pour le moment c'est pas trop. Mon collège n'a jamais parlé de cette classe Ulysse. C'était des enfants qui étaient dans la cour. Et on le sait, les enfants sont très méchants entre eux. Et il y avait plein de choses méchantes qui se disaient sur ces gamins-là, en fait. Et pourquoi ça se faisait ? Parce que on n'était pas au courant de comment ils fonctionnaient, de comment ils pensaient, la difficulté qu'ils pouvaient avoir dans la vie de tous les jours. Et les gamins, ça ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. Ils se disent « Oula, il est chelou, lui », et c'est tout. Et donc, si vous avez la possibilité de vraiment d'y aller avec les écoles, les collèges, je ne sais quoi, franchement, allez-y, parce que c'est un film d'école, c'est un film que les collégiens peuvent vraiment adorer. Et moi, j'étais pas méchante avec ces enfants Ulysse qui étaient dans mon collège, mais j'allais pas vers eux non plus, et j'essayais pas de les comprendre, parce qu'il y avait malheureusement dans mon collège peut-être pas cette attention-là sur eux, quoi que ce soit. Enfin, moi, en tout cas, il y avait rien. Donc, un film comme ça,
même un grand collège qui n'a pas de classe Ulysse et tout, ça peut être trop intéressant de présenter ça et tout, surtout si on veut les mettre en avant et avoir de l'accessibilité. Voilà, c'est un super film, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, c'est vrai. Bravo. Et alors, je me permets de prendre la parole en tant que papa parce que Elliot est passé par une Ulysse et avec sa maman qui est là. Le gros boulot qu'on a dû faire au départ, c'est qu'effectivement, il y a des classes Ulysse qui sont créées. Alors maintenant, c'est une UEEA, qui est un peu l'équivalent d'Ulysse, mais spécialisée en autisme. Et le boulot qu'on a fait avec Esther, c'était d'aller faire nous-mêmes la médiation avec les autres élèves. Parce qu'on voyait bien que déjà dès la primaire, dès la maternelle, il y avait déjà des distinctions, en tout cas des différences que les gamins voyaient. Et on savait que si on faisait pas nous-mêmes cette médiation pour expliquer pourquoi Elliot faisait ci, pourquoi Elliot faisait ça, pourquoi il se comportait comme ci ou comme ça, il y avait des mésinterprétations qui étaient faites. Et il y a eu tout un moment où Elliot poussait les enfants. Un jour, il a même pété le bras d'une gamine. Mais en fait, c'est juste que pour travailler son petit système vestibulaire, etc., on s'amusait à jouer beaucoup et le pousser. Et à force, lui, il avait quasiment compris qu'une interrelation commençait par se pousser ou se jeter dans tous les coins, etc. Et donc, quand il y avait une petite fille qui lui plaisait, il arrivait et il la jetait. Et donc voilà, ça fait typiquement partie des trucs que si tu le sais pas, tu peux pas l'inventer. Et avec ton œil de neurotypique, tu vois ça et tu te dis, mais il est complètement taré ce gamin. Et donc, comme on savait que le corps enseignant est pas forcément formé, voire parfois réticent, souvent. J'ai pas voulu dire souvent, mais il y a souvent des enseignants dans les salles, donc moi je dis rien, bon clope de gauche, hein, vous êtes mes amis, je vous aime bien. Mais, sérieusement. Non, mais puis l'avantage de l'UEA, c'est que c'est sur la base du volontariat, donc l'enseignante est volontaire pour le faire, mais c'est vrai que ça peut ne pas toujours être le cas pour l'équipe enseignante, pour la collectivité, enfin pour la communauté éducative au sein de l'école, et aussi parce que la médiation elle doit être faite non seulement auprès des gamins de la classe quand c'est une Ulysse, mais après tous les gamins qui sont dans la cour d'école. Parce qu'en fait, ils sont inclus. Mais s'ils sont inclus sans être... s'il n'y a pas de médiation, en fait, on peut même les mettre encore plus en difficulté, et en fait, l'inclusion devient pire que l'exclusion d'une certaine manière. Donc tu as parfaitement raison. Je t'aime. Oui, non, ça reste encore très compliqué. Nous, on fait là où on est, en fait, avec les enfants. On a 2 classes, une unité d'enseignement élémentaire et une unité d'enseignement maternel. Et en fait, notre job aussi, c'est de convaincre, de parler avec les autres enfants aussi. Donc les éducateurs qui interviennent dans ces écoles font un gros travail aussi de médiation avec les autres. Pour que les jeunes aussi jouent entre eux, avec les autres enfants. Enfin, il y a tout un travail. L'année dernière, à l'UEA, la journée de l'autisme, il y a eu toute une organisation qui a été mise en place dans l'école pour sensibiliser toute l'école avec des ballons bleus. On a sorti le grand jeu, là, la totale. Mais c'est pas gagné. Ça non plus, c'est pas gagné. C'est en fonction des enseignants. Certains sont très partants, d'autres moins. Donc il faut aussi convaincre, et ça c'est un travail de longue haleine et de tous les jours. Voilà, les éducateurs qui travaillent à l'école, qui sont là, le savent. Quentin, qui travaille à l'UEA, ou Elliot, il le sait. C'est un travail qui n'est pas toujours facile. Voilà, faut soutenir aussi les équipes qui sont à l'école, parce qu'elles ne sont pas dans l'institution. Moi, je ne suis pas tout le temps à l'école. J'essaie que l'institution soit présente même quand elle n'est pas là, et donc il y a une culture et une identité très forte au sein de l'IME pour que les professionnels apportent là où ils sont, mais c'est pas toujours facile. Messieurs, dames, on va bientôt arriver au terme de cette discussion. J'aimerais conclure en sortant ma phrase clé. On demande toujours aux personnes handicapées de s'adapter à la société, mais ce qui est surtout très important, c'est que la société s'adapte au handicap. Merci. Merci Rodi comme Antoine, merci d'être venu. C'est important que ce film ait un public, c'est important que l'autisme soit connu par tout le monde, et que là où vous soyez, vous prêchez, on fait un peu de prosélytisme, hein, vous prêchez pour la bonne parole. C'est important pour nous et c'est important pour eux aussi. Voilà. Merci. Merci Coralie, merci Galad, merci Laurence et merci Oméliès. Merci Oméliès de nous avoir accueillis ce soir. Merci à toute l'équipe. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Il n'y a pas de dédicace à la sortie.